Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'investissement startup et très exactement, on va s'attarder sur trois grosses erreurs que font énormément de business angels et qui les empêchent de devenir rentables. Donc, on va attaquer tout de suite. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit mind mapping pour vous présenter donc ces trois différentes erreurs. Et on va parler à chaque fois, on va les détailler et je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Donc, première erreur. Première erreur, c'est d'avoir un deal flow de merde. Alors au début, j'ai mis de piètre qualité, mais non, je confirme, c'est d'avoir un deal flow de merde. Et malheureusement, ça c'est un truc que beaucoup de business angels, d'investisseurs startup, ne comprennent pas. Et ce qu'ils font, la raison pour laquelle ils ont un deal flow qui est dégueulasse, c'est qu'ils vont se cantonner à avoir un deal flow qui provient de leur entourage proche. Donc le typique, un ami qui lance sa boîte, le fils d'un ami qui lance sa boîte, le cousin, potentiellement quelqu'un de la famille encore plus proche, comme un frère, voilà, une sœur. Voilà. Bon, la love money c'est bien, mais c'est pas là où vous allez trouver des deals qui sont vraiment intéressants et que vous allez avoir des probabilités de générer beaucoup d'argent sur votre investissement. Ça arrive, bien entendu. Mais encore une fois, nous, on a une approche qui n'est pas romantique. On est là pour faire de l'argent avec nos investissements startup et c'est d'ailleurs ce que j'ai mis sur la vignette de cette vidéo. Les business angels ne sont pas des anges. Voilà, et si vous êtes, je vais en parler un peu plus loin, dans une approche, on va dire, centrée sur votre ego, vanité, voilà, euh, clairement, cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Puisque moi j'ai une approche, je veux faire de l'argent avec mes investissements startup. Je ne viens pas chercher une étiquette sociale. Voilà, mais je vais y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Donc la startup du coin aussi, voilà, qui est à proximité, qui est de notre région, où on aura eu l'occasion dans des moments de networking, de croiser le gars qui lance sa startup comme ça. Bon, ça aussi, c'est pas une bonne manière de prospecter et d'être dans une approche professionnelle de l'investissement startup. Les jeunes qui sortent des études, alors vous en avez qui sont exceptionnels et qui ont des parcours qui sont extraordinaires, mais la plupart des entrepreneurs qui réussissent une startup, rares sont ceux qui viennent juste de sortir des études. Alors il y en a. J'ai même investi dans un fonds d'investissement qui s'appelle The Quest, qui est spécialisé dans le fait de trouver comme ça des jeunes pousses qui sont très prometteurs, qui sont des drop-out comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté leurs études pour lancer leur startup. Et j'ai investi d'ailleurs dans une de ces startups. Alors à la fois j'ai investi dans le fonds d'investissement qui est consacré à cette théorie, mais j'ai aussi investi dans une startup qui s'appelle Mobula, où j'ai reçu d'ailleurs son fondateur Sacha. Et c'est rigolo parce que j'ai eu des news pas plus tard que voilà, ce matin de la part de mon associé Nathan sur mon entreprise Investorix, dont je vais parler un peu plus loin dans la vidéo. Et donc, qui a croisé le fondateur de Mobula, Sacha, qui m'a donc m'appelé en me disant: Ah, t'as vraiment eu le nez fin. Je pense qu'effectivement, il y a de belles probabilités, très très grosses probabilités pour que la boîte fasse un exit. Il me disait que le jeune est brillant, il a à peine 19 ans là aujourd'hui, et c'est pas sa première boîte, un parcours juste incroyable. Voilà. Moi, c'est par Bon, je fais un peu de teasing, mais dans ma théorie d'investissement, le fondateur est crucial. Et donc, voilà, c'est pour parler de l'exception. Voilà, et il arrive effectivement qu'il y ait des jeunes extraordinaires, exceptionnels, avec déjà à 18 ans plusieurs expériences, même entrepreneuriales. Mais encore une fois, c'est des épiphénomènes, c'est des anomalies totales, quoi. Donc, comme toujours, on fait des généralités de manière à augmenter notre probabilité de gain, mais il y a toujours des exceptions. Donc voilà, j'espère que vous resterez conscient de ça. Le petit club de business angel régional. Alors ça, c'est tout ce que j'ai fui pour ma part dans les stratégies d'investissement que j'ai pu mettre en place.
Et là aussi, je vais vous détailler la chose un peu après dans cette vidéo. Pourquoi j'ai fui les petits clubs de business angel régionaux? Bah, tout simplement parce que là aussi, le deal flow est de piètre qualité. Euh, Par rapport, en tout cas, moi, ma théorie d'investissement, et là aussi, c'est un truc dont je vais parler un peu plus loin, c'est essentiel d'en avoir une de théorie d'investissement. Et voilà, vous allez avoir les trucs du coin, justement, les jeunes qui sortent de leurs études, qui viennent pitcher, et souvent, dans ces clubs de business angel, j'ai trouvé, c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même, on a beaucoup de gens qui sont justement dans les erreurs que je vais évoquer après, qui sont qui ont été salariés toute leur vie. Non pas que des salariés ne peuvent pas faire des bons choix, encore une fois, c'est une généralité, il y a toujours des exceptions, mais qui ont été salariés toute leur vie, qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas d'expertise entrepreneuriale, pas d'expérience entrepreneuriale, qui n'ont pas de stratégie d'investissement, ça fait partie d'une des autres erreurs que je vais évoquer un peu plus tard, qui sont là pour passer le temps, pour s'acheter une étiquette sociale, pour avoir parfois qui sont retraités, qui ont voilà, besoin de se sentir utiles. Et bon, clairement, c'est pas là que vous allez avoir le deal flow le plus intéressant, mais ça aussi, je vais vous en parler après, je vais vous expliquer où est-ce que l'on peut trouver le deal flow le plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un deal flow qui soit de qualité? D'avoir comme ça des startups qui viennent à nous, des propositions d'investissement, des opportunités qui vont maximiser notre probabilité de faire de l'argent sur notre stratégie d'investissement startup, de faire potentiellement beaucoup d'argent. Première chose, il faut se construire un réseau d'investisseurs sérieux. Alors, qu'est-ce que j'appelle des investisseurs sérieux? Pour moi, c'est des gens avec du track record qui ont fait pas forcément que de l'investissement startup, mais qui ont, d'une manière générale, réussi dans le domaine de l'investissement, ont de l'expérience avec, ils ont été capables de générer des plus-values dans le domaine de l'investissement. Et alors, à l'idéal, bien sûr, des gens qui ont de l'expérience sur l'investissement startup et qui ont déjà généré des plus-values dans le domaine de la startup. Des personnes qui sont eux-mêmes entrepreneurs parce que ils vont avoir une empathie, une compréhension en fait de ce que vivent les entrepreneurs et une meilleure capacité aussi à juger de la viabilité d'une boîte parce que c'est des choses qu'ils vivent au quotidien. Et encore mieux, des entrepreneurs qui ont fait des startups et qui ont fait un exit réussi. Alors eux, du coup, ils comprennent tout le processus de bout en bout, comment ça se passe une vente, comment trouver des acquéreurs, quels sont les scénarios d'exit aussi, quels sont aussi les pièges pour les investisseurs tels que la dilution. Je ne pourrais pas l'aborder dans cette vidéo, mais voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'il faut savoir et j'en parlais d'ailleurs hier avec quelqu'un qui est investisseur comme moi et qui s'appelle Bradley. Salut à toi Bradley si jamais tu passes par là. Avec lequel d'ailleurs j'investis dans un fonds d'investissement là, de private equity. Et donc on parlait justement de l'environnement investissement startup et justement de l'importance comme ça, de la qualité du deal flow aussi parce que quand vous confiez votre argent comme ça à un fondateur de startup, eh bien lui il peut mettre en place derrière des manœuvres pour faire en sorte de capter la valeur qui va être générée en délaissant les investisseurs. Et donc, il me parlait d'expériences comme ça qui ont été malheureuses. Et là aussi, la partie réseau est essentielle de manière à avoir des gens qui tiennent la route. Et c'est pour ça, encore une fois, la partie les fondateurs, c'est quelque chose qui est ultra important, moi, dans mon spectre de sélection. Donc, voilà, des gens qui ont fondé une ou plusieurs startups, moi j'en ai dans mon entourage, et qui sont eux-mêmes maintenant investisseurs, donc des exiteurs. Des personnes dans le domaine du private equity, c'est le cas de mon associé Steve Levy sur InvestorX, qui lui, ça fait 20 ans qu'il bosse dans le domaine du private equity, des banques d'affaires, et qui a une énorme expérience, et puis qui voit passer plein de deals extrêmement intéressants, qui est connecté aussi dans tout un tas d'incubateurs, de banques d'affaires. Donc voilà, ça c'est le genre de choses aussi qui nous assure un deal flow de qualité. Ensuite, il faut jouer à l'international. Concrètement, c'est pas en France que vous allez trouver la meilleure source de deal. Même si il y a des boîtes, là aussi, toujours
généralité, il y a toujours des exceptions. Ne pas faire des exceptions une règle générale. Je pense que ceux qui ont un peu d'expérience comprendront aisément de quoi je veux parler. Et là-dessus, eh bien, je vous invite à apprendre à parler anglais. Pour ma part, j'étais très mauvais, donc j'ai pris des cours, je me suis bouffé du contenu en anglais, je continue à le faire aujourd'hui tous les jours. Et bon, bah, pour arriver aujourd'hui à discuter de deals à l'international, comme je peux le faire aujourd'hui, où je monte des club deals, que ce soit d'immobilier, que ce soit en termes de private equity, bon, bah, un peu partout dans le monde, eh ben, forcément, le fait de parler anglais est absolument essentiel. Et donc, je monte en compétence sur ça. J'ai pris des cours. Aujourd'hui, je m'entraîne avec ChatGPT à qui je parle en anglais et je lui demande de se comporter comme un professeur. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Vous regardez des séries en anglais, vous regardez des films en anglais, vous lisez en anglais et vous vous entraînez à parler. Moi, mon expatriation sur l'île Maurice m'a aidé justement à évoluer puisque tous les jours je parle en anglais, notamment à notre gouvernant. Allez chercher les meilleures zones. Alors là, je vous montre donc des sources, puisque concrètement, voilà, on va pas tortiller. USA, États-Unis, 50% des financements mondiaux en termes de start-up. Vous avez ici des statistiques sur les pays où il y a plus de startups créées et vous voyez que les États-Unis sont loin, loin devant, même par rapport au deuxième. Encore une fois, la loi de Pareto qui s'applique. Voilà, on a une concentration. Ça, c'est un truc qui est la loi de Pareto. Je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus si vous ne connaissez pas. Mais voilà, on la voit. Encore une fois, il y a une petite partie des acteurs, des pays qui concentrent un maximum de startups qui se créent et voilà, on a un phénomène qui est complètement exacerbé aux États-Unis. Donc oui, il faut aller chercher des opportunités d'investissement startup au State. Et plus particulièrement au niveau donc de la Silicon Valley. Et donc là, je vous montre aussi eh bien, une de mes sources, moi, d'informations. Et là, vous aurez des éléments qui sont assez concrets, avec notamment ce classement des écosystèmes les plus favorables aux startups. Bon, ben, sans surprise, en premier, nous avons la Silicon Valley et après, nous avons New York, encore les États-Unis. Je pense que c'est assez clair que pour aller chercher des opportunités qui soient intéressantes, il faut aller les prendre du côté des États-Unis et encore plus particulièrement du côté de la Silicon Valley. Et ça, le réseau est hyper important. Donc, se créer un réseau d'investisseurs sérieux, parler anglais aussi. Et vous avez aussi Tel Aviv, donc en Israël, qui est un bel écosystème. Moi, voilà, j'ai mes associés et plus particulièrement Steve qui y va régulièrement et qui a des relations là-bas, bien entendu, pour pouvoir capter des deals qui sont intéressants. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité de rejoindre des clubs. Et là, je vais faire une transition juste après. Et travailler son profil d'investisseur parce que les meilleurs deals se méritent. Voilà, ça c'est... il y a un combat, clairement, sur l'écosystème startup, dans les endroits où eh bien, on a un maximum de probabilité d'exit, un maximum de probabilité de réussite des startups. Donc encore une fois, la Silicon Valley est vraiment en top du top sur le classement. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer aussi une autre statistique. Voilà. Là où il y a le plus d'exit et le plus de valeur en termes d'exit, ah bah tiens, aux surprises, les États-Unis. Donc bon, je pense que vous commencez à comprendre ce que je veux vous dire. Donc voilà sur la partie l'erreur, avoir un deal flow de merde. Alors peut-être que là vous vous demandez, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas depuis un moment sur ma chaîne, qui je suis. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Cédric Tempestini, je suis entrepreneur depuis 18 ans maintenant. J'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine digital, j'en ai vendu 2. Je suis investisseur startup depuis maintenant un peu plus de 5 ans. J'ai fait donc une vingtaine, plus de 20 investissements startup. J'ai aussi investi dans des fonds de private equity. Pour l'instant, 2 et je vais en faire là 2 nouveaux investissements, notamment grâce à mon ami Bradley dont je vous parlais tout à l'heure. En termes de résultats, eh bien écoutez, malgré voilà, les investissements startup, vous êtes sur un horizon de temps de 5-10 ans. Mais déjà, voilà, sur un peu plus de 5 ans, j'ai eu quelques résultats sympathiques. Un x 6,5 en 2 ans, un x 4 en 2 ans et un petit plus 50% en 4 mois. Mais ça en 4 mois, ça fait plaisir.
Petite note là-dessus qui va faire écho à un truc que je vais évoquer un peu plus loin dans cette vidéo. Sur cet investissement, j'ai fait une erreur qui était de me surexposer, qu'il ne faut surtout pas que vous fassiez vous. Ça s'est bien passé, mais ma décision était mauvaise. Ça s'est bien fini. Bon, certainement que voilà, il y avait certains éléments où j'ai quand même pris une décision plutôt positive, notamment sur le fondateur qui portait le projet, mais je me suis surexposé, complètement surexposé. Encore une fois, ça s'est bien terminé, mais c'est pas parce que vous avez un investissement qui vous produit un gain que c'était une bonne décision à la base. Encore une fois, il faut avoir une vraie stratégie, une vraie vision d'ensemble. Et en l'occurrence, ce que j'ai fait là, je ne le referai pas, même si, encore une fois, et ça m'a assuré des gains qui me permettent d'être plutôt confiant sur ma capacité à rester rentable avec ces premiers gains que j'ai effectués pendant longtemps, là aujourd'hui, et en continuant à mettre des tickets dans différentes startups. Donc je suis, pour continuer sur ma présentation, voilà, je suis expatrié moi depuis maintenant 3 ans sur l'île Maurice. Je suis papa, je suis marié, papa de 2 petites filles de 3 et 7 ans. J'ai 41 ans, j'ai oublié de le dire. Et je suis un passionné d'investissement. Je touche à toutes les classes d'actifs, que ce soit la bourse, la crypto, le lending, le private equity, l'immobilier. Voilà. Donc, et ça pas qu'en France, hein, à ce niveau-là, je cherche des deals, moi, de partout dans le monde. Et c'est pour ça que donc j'ai créé un réseau international de manière à pouvoir capter des opportunités, que ce soit du club deal immobilier aux États-Unis, à Dubaï, en France bien évidemment. Là, je suis en discussion pour du club deal ici aussi à Maurice. Et puis bien sûr, des startups. J'ai fait de multiples investissements, notamment des startups aux États-Unis. Si vous voulez, vous avez le lien vers mon LinkedIn en description où j'ai mis du coup les startups dans lesquelles j'ai investi. En tout cas, pour une bonne part, il y en a certaines où je me dois faire preuve d'une certaine discrétion. Donc, je n'ai pas pu l'afficher sur mon LinkedIn. Mais c'est un épiphénomène, c'est valable pour 2 ou 3 startups, je ne me souviens plus. Voilà pour qui je suis. Et donc, pour pouvoir capter des deals plus intéressants, pour avoir aussi plus de puissance, eh bien, j'ai créé un club qui s'appelle InvestorX où on propose d'accéder aux startups provenant des incubateurs les plus rentables au monde et bien sûr avec des deals qui sont très majoritairement aux États-Unis pour la raison que je vous ai expliqué juste au-dessus. On fait une conférence en ligne. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 19 septembre, on fait une conférence en ligne donc là ce dimanche à 18 h. Je vous invite à vous y inscrire. Vous avez du coup le lien qui est en description où on va vous expliquer comment investir dans les meilleures startups tech du monde. Et à cette occasion, on réouvre les portes de notre club d'investisseurs InvestorX qui vous permet d'accéder du coup à ces startups avec des tickets qui sont beaucoup plus petits que normalement les tickets qu'il faut pour pouvoir investir sur ce type de deal. Encore une fois, il faut se battre pour y accéder, pour avoir créer un profil d'investisseur qui intéresse, qui soit intéressant pour les startups et pour qu'elles acceptent d'investir, de vous laisser investir. Et en plus de ça, il faut des tickets qui soient à minima de 50K, voire plutôt voilà, 100K, 200K, 500K en fonction de l'état d'avancement du coup de la startup et de la quantité de personnes qui se battent pour y rentrer. Donc voilà, si c'est le genre de choses, si vous êtes un investisseur sérieux, pour moi, il faut absolument que vous alliez chercher des deals internationaux. Et je vous invite à vous inscrire. Si jamais vous avez regardé cette vidéo et que vous loupez, du coup, vous avez loupé cette conférence, eh bien, suivez quand même le lien. Vous aurez la possibilité potentiellement de récupérer le replay. Je ne sais pas encore si on mettra un replay disponible. Il faut que j'en discute avec mes associés. Donc voilà, je vous invite vivement à vous inscrire pour être présent le jour J et profiter aussi de l'ouverture, de la réouverture de notre club, puisqu'on limite les places. D'un point de vue, nous, on est vraiment orienté sur qualité avant la quantité. C'est même moi une philosophie de vie. Et on aura donc des places limitées pour cette réouverture, puisque les portes du club, là aussi, ne sont pas ouvertes toute l'année. On fait donc des réouvertures dans les moments qui nous semblent le plus opportun. Donc ne loupez pas cette opportunité à nouveau. Allez, on continue sur les erreurs
Ensuite, deuxième énorme erreur, ne pas avoir de grille d'analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe malheureusement chez les investisseurs les plus débutants ou les moins sérieux? Eh bien, ils vont investir au feeling. Voilà, ah, je le sens bien. Voilà, fabuleux comme manière d'investir, parfait pour être sûr de perdre de l'argent. Ils jugent uniquement sur l'idée. Et Dieu sait que ce n'est pas le plus important. Parce que l'on aime bien l'équipe, le fondateur. Voilà, ah bah je les sens bien. Ça revient un peu à un côté feeling, hein, mais c'est... Ouais, ouais, j'ai bien aimé leur pitch. Vous avez des fondateurs qui peuvent être très bons au niveau présentation et pour bah voilà, créer de l'émotion et du coup donner envie d'investir. Je pense que... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'aventure WeWork, je vous invite à regarder. Du coup, il y a une série sur Netflix ou de juste taper WeWork, W-E-W-O-R-K, sur Internet, sur Google. Et je pense que vous trouverez assez vite l'histoire qu'il y a eu derrière avec donc ce fondateur qui était extrêmement bon pour pitcher, mais un peu moins bon dans l'exécution. Et donc voilà, ça c'est le genre de choses quand on est un investisseur sérieux auquel on prête attention. Et enfin, investir pour des raisons idéologiques. Alors bon ben voilà, on est là encore une fois pour faire de l'argent et aujourd'hui il y a beaucoup d'idéologies qui pour moi sont parfois très mal placées et à mon sens, le boulot d'un business angel, à mon sens, le boulot d'un business angel, le boulot d'un investisseur, c'est de générer de l'argent. C'est pas de faire de l'investissement idéologique. À ce moment-là, faites des donations. Voilà. À ce moment-là, vous n'êtes pas investisseur. Alors, on peut très bien, attention, on peut très bien faire des investissements où il y a une cause derrière qui nous tient à cœur, où on rentre en résonance, où on se dit ok, ça va apporter quelque chose de bénéfique, va apporter quelque chose de bénéfique à l'humanité. Mais ça ne doit pas pour moi être la principale raison de cet investissement. C'est, je dirais, un effet, un effet qui se coule, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Eh bien, il faut définir sa théorie d'investissement. Pour ma part, je suis dans la tech depuis longtemps, dans le digital. Dans la tech, c'est là où il y a le plus de traction. Ça, je pense que c'est indéniable. Donc, je me concentre sur des startups tech. Et encore une fois, hop, je vous le redis, la conférence du coup à venir, comment investir dans les meilleures startups tech du monde, où on va chercher ces startups dans les incubateurs les plus prestigieux et plus rentables au monde. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir. Donc, avoir une grille d'analyse, les fondateurs, la valorisation, le potentiel de gain, la monétisation, la scalabilité, avantages concurrentiels, marché, marge, timing. Voilà, j'ai fait une intervention là aussi au sein du club InvestorX pour donner de manière détaillée la grille d'analyse que j'utilise et que eh bien, on utilise aussi Nathan et Steve, mes associés. Je ne vais pas la détailler dans cette vidéo. Voilà, ça prendrait trop de temps, mais je pense que vous comprendrez du coup aisément eh bien qu'il faut avoir une prise de décision basée sur de multiples facteurs et qui soit avec une approche rationnelle et pragmatique, un peu comme l'approche value en investissement en bourse. Et un petit clin d'œil du coup à mon ami Rémi de Truchy-de-Varenne de l'excellente chaîne Parlons long terme, que j'avais d'ailleurs interviewé sur ma chaîne et je vous mettrai du coup le lien de son interview. Hop, ça va être ici sur votre écran. Hop, voilà pour la grille d'analyse. Et puis enfin, savoir être efficient. C'est de rapidement, parce que moi aujourd'hui, j'ai tous les jours des deals qui tombent, des gens qui me sollicitent en me disant ah regarde ma startup, etc. Donc il faut savoir être efficient. Si je passais à analyser du temps à analyser chacun des deals, en fait je ferais plus rien d'autre et j'ai juste 3 business à gérer aussi, une vie de famille et je me cantonne à travailler entre 9h30, 10h et 17h. Donc vous vous doutez bien que je me dois d'être efficient puisque j'ai quand même envie d'avoir un équilibre de vie. C'est une certaine obsession pour moi aujourd'hui, efficience et synergie. Donc je me suis exercé aussi à prendre mes décisions extrêmement vite, de savoir si j'allais creuser un deal ou pas. Et donc ça, vous devez avoir des critères. Vous, tout de suite, vous les regardez, vous dites, ok, je creuse ou je creuse pas. Donc ça aussi, pour ma part, c'est des choses que j'ai évoquées dans mon club InvestorX. Voilà donc pour la deuxième erreur, nous en arrivons à la troisième, qui est de n'avoir aucune stratégie. De ne pas avoir de vision d'ensemble, de mettre des tickets à droite, à gauche, sans vraiment
savoir ce qu'on fait, de mettre d'ailleurs des tailles de tickets très différentes, hein. Encore une fois, j'évoque l'erreur que j'avais pu faire moi à mes débuts d'investissement qui s'est bien terminée mais qui était encore une fois une erreur. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un a eu des résultats extrêmement positifs qu'il l'a fait pour des bonnes raisons. Donc, voilà, il y a tout un tas de business angels, d'investisseurs startup qui le font pour flatter leur ego parce qu'ils recherchent une étiquette sociale, parce que ça fait bien dans les dîners mondains de dire ah, moi je suis business angel, j'investis dans des startups. Il y a un côté perception assez positive, hein, avec le côté ange, mais je le redis, les business angels ne sont pas des anges, ils sont là pour gagner de l'argent et pour servir leurs intérêts. Et moi, je crois fondamentalement à l'alignement des intérêts individuels pour que des relations durent dans le temps. Il faut que les intérêts de tout le monde soient alignés et que tout le monde capte de la valeur. Sinon, c'est des choses qui ne peuvent pas durer. Donc oui, le business angel, il va investir dans une boîte, pas pour faire plaisir. À ce moment-là, il va faire des innovations. Non, il s'attend à un retour sur investissement. Donc, investir pour flatter son ego, pour de l'étiquette sociale ou pour se sentir utile est pour moi une des meilleures manières d'aller à l'échec. Donc ne pas chercher à être rentable, hein. Voilà, il y a des gens qui ils en font un passe-temps, ils investissent, ils veulent accompagner les start-upers, leur donner du conseil. Alors là-dessus, très souvent, vous avez des tas de business angels en fait comme ça qui veulent avoir des reportings réguliers, ils veulent avoir des infos, ils veulent qu'on les tienne au courant, ils veulent se sentir importants. Mais quand vous avez mis 5, 10K dans une startup, vous faites juste chier le fondateur, quoi. Sauf si vous avez des éléments vraiment de valeur à lui apporter, ne le dérangez pas. Et puis, de la même manière, les gens surestiment le fait de se tenir au courant de l'évolution des startups. De toute manière, quel est votre champ d'action? À partir du moment où vous avez mis un ticket, vous avez juste à attendre. Vous avez juste à attendre. C'est le principe de l'investissement. Vous mettez de l'argent et les autres font le boulot. Donc, se tenir au courant tous les trimestres de chacune des boîtes dans lesquelles vous avez investi, à part de satisfaire votre curiosité, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, ça c'était juste un petit mot que je voulais dire pour ceux que je vois qui sont en train toujours d'aller tirer par la manche les fondateurs en leur disant ah donne-moi des infos, donne-moi des infos. Mais non, laissez-le passer du temps plutôt sur son business qu'à vous tenir au courant. Vraiment, vous rendrez service et vous rendrez service aux fondateurs. Donc ne cherchez pas un passe-temps. En tout cas, pas si vous êtes rentable. Et puis pitié, pensez aux fondateurs, quoi. Des tailles de tickets très différentes, ça je l'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh bien, il faut identifier clairement du coup les exits potentiels qu'il y a sur une startup. Quels sont les potentiels acheteurs? Quelle est la stratégie de sortie qui est envisageable sur un horizon de 5 à 10 ans? Et ça, c'est pour ça que de s'entourer d'entrepreneurs ou d'avoir été soi-même entrepreneur, d'avoir soi-même fait déjà des ventes d'entreprise, ça permet d'avoir une compréhension plus pointue, plus fine de ce qu'il est possible de faire et de comment ça se passe dans ces cas-là. Définir le budget alloué à l'ensemble de son portefeuille startup, c'est hyper important dans le sens où vous devez, pour activer la loi de puissance et la loi des grands nombres, vous constituez un portefeuille de au minimum 20 à 30 startups. Donc par rapport à ça, et je vais y venir, où je vais expliquer ce qu'est la loi de puissance et la loi des grands nombres. Donc là-dessus, si vous mettez un ticket de 10 000 euros par startup, ce qui n'est pas délirant en termes de tickets dans le monde de l'investissement startup, même si, encore une fois, du côté de InvestorX, c'est l'avantage de ce que l'on propose, notamment, c'est qu'on vous permet d'investir dans les meilleures startups au monde, mais en plus de ça, avec des tickets à partir de seulement 2 000 euros. Si vous voulez comprendre comment on fait, à nouveau, vous avez la conférence de ce dimanche. Donc pour revenir à la définition du budget, si vous avez des tickets de 10K par startup, qui est vraiment très bas déjà, vous allez plutôt entre vraiment 10K mini. Rarement vous avez des tickets de 5K, très 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 rarement. Mais 10K mini et 10 à 50K. Bon voilà, on dit juste 10K. Vous avez un portefeuille de 20 à 30 startups. Vous devez mettre des tickets qui soient autant que possible similaires, de manière à avoir comme ça une répartition de votre risque et de votre allocation de capital qui soit homogène. Et encore une fois, pour activer la loi de puissance et la loi des grands nombres. Donc, je pense que vous le comprenez aisément. Pour pouvoir du coup faire
avoir une stratégie qui soit avec une assise solide, eh bien 20 à 30 startups sur un horizon de 3 à 5 ans, ça veut dire que vous devez avoir un budget avec des tickets de 10 000 de 200 à 300 000 euros. Voilà. Donc ça, posez-vous votre question par rapport à vos stades de vie auxquels vous êtes, par rapport à votre patrimoine, est-ce que c'est cohérent ou pas? Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut, qui, en fonction de vos objectifs, hein, c'est vraiment très personnel hein, là-dessus. Moi, je connais des personnes qui ont eu des stratégies comme ça, d'investissement startup, qui ont mis tout ce qu'ils avaient dans cette stratégie. Mais, avec un deal flow d'une extrême qualité. Avec j'ai un exemple très précis en tête, avec à peine 200 000 euros, 200 000 dollars d'ailleurs pour être exact, puisqu'il n'a investi que dans des startups de la Silicon Valley, et bien il a généré plusieurs dizaines de millions. Voilà, avec un stade de vie où il était autour des 35-40 ans, si je me souviens bien. Et il a dit, ok, je prends toutes mes liquidités et je mets là-dedans. Alors, est-ce que c'est forcément un modèle qu'il faut répliquer tout le monde? Non, bien évidemment. Ça, c'est vraiment quelque chose à conscientiser, une décision qui est quand même lourde en termes aussi potentiel de risque, mais potentiel de gain qui peut être life changer. Donc, c'est très personnel et ça doit être une appréciation en fonction vraiment de votre situation, votre âge, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes marié, par rapport à votre besoin de dépenses quotidien, est-ce que vous êtes salarié, est-ce que vous êtes entrepreneur, est-ce que vous êtes retraité. Enfin voilà, c'est vraiment la quantité de variables à prendre en compte fait que c'est quelque chose qui est ultra personnel. Donc, comprendre la loi de puissance et la loi des grands nombres. La loi des grands nombres. Plus ce nombre d'investissements est grand, plus les résultats réels se rapprocheront de la moyenne attendue. Donc, en moyenne, le private equity génère de mémoire, 13% en France. Aux États-Unis, on est à plus de 30%. Ok. Pour pouvoir tendre vers cette moyenne, eh bien, c'est la loi des grands nombres. Vous devez multiplier un certain nombre d'investissements pour pouvoir être en capacité d'activer cette loi des grands nombres et de tendre vers la moyenne attendue. La loi de puissance, une petite fraction des investissements réalise des performances exceptionnelles dans votre portefeuille, donc de 20, 30 startups, potentiellement plus. Eh bien, vous allez juste en avoir quelques-unes. Et là encore, la loi de Pareto, en l'occurrence, là, c'est vraiment la loi de puissance. Peut-être 2, 3, une. Mais s'il y en a une qui vous fait un x 500, un x 1000, et c'est des choses qui sont possibles. Moi, je connais des gens qui ont fait ce type de multiples dans les investissements startups. C'est des choses qui arrivent. Eh bien, à ce moment-là, tout le reste peut se planter. Vous avez eu le ticket gagnant qui va complètement exploser votre richesse, votre portefeuille d'investissement startup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de comprendre. Et puis donc multiplier les investissements, comme je l'ai déjà dit, le portefeuille à minima de 20 à 30 startups. Voilà donc pour les erreurs, cette vidéo. Si vous l'avez trouvée instructive, je vous remercie de la partager dans votre entourage si vous avez des gens qui investissent, soit dans vos amis, dans votre famille, qui veulent investir dans les startups. C'est vraiment des éléments ultra importants que je vous ai partagés aujourd'hui et qui peuvent complètement changer la face des résultats de votre portefeuille startup. Et je vous rappelle à nouveau notre conférence en ligne ce dimanche 22 septembre 2024 à 18 h. Et suivez le lien quand même, vous aurez peut-être une surprise en ayant accès au replay ou en tout cas pouvoir vous inscrire à la liste d'attente pour rejoindre notre club d'investisseurs InvestorX. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite et j'espère à dimanche.